Hello, bonsoir. J'essaie de mettre un petit peu de lumière dans ma, dans ma tanière, mais c'est pas évident. Coucou tout le monde, bienvenue. Euh, alors ce soir... Hello! Coucou, tu m'entends bien, tu me vois bien? Ouais, super bien. Génial. Chouette, et bah bienvenue Eugénie, merci d'être là. Merci beaucoup à toi de me recevoir pour ce petit moment. Ouais, c'est cool, je suis contente de te rencontrer, de passer ce moment ensemble. Et puis bah voilà, de te rencontrer un peu plus. Et puis voilà, de parler de ce live et de ce thème ce soir qui est vraiment d'actualité, on va dire. Donc c'est chouette. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, ça va. J'ai eu quelques jours assez agités avec l'éclipse lunaire là. On était bien dans l'obscurité, hein, dans tous les sens du terme. Ouais. Donc c'était assez, voilà, c'était assez, j'ai trouvé assez intense. Mais bon, quand tu vois ce que ça soulève et ce que ça apporte après derrière en termes de connaissances et de guérison. J'aime pas trop ce terme, je trouve qu'il est un peu tendancieux. Ça implique qu'on est plus ou moins malade. Mais en tout cas, ouais, ça va. Aujourd'hui, ça va quand même bien mieux. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça a été assez intense ces derniers jours. C'est vrai qu'autour de la pleine lune, moi j'ai senti aussi comme un paroxysme de tout ce que je pouvais déjà ressentir depuis plusieurs semaines. Mais là, c'était comme s'il y avait un condensé. Et j'ai vu ça aussi autour de moi. Donc j'imagine que voilà, on est peut-être nombreux, nombreuses à avoir traversé ça. N'hésitez pas à nous dire, vous, comment vous vous sentez et comment ça a été pour vous cette pleine lune, parce que effectivement, j'ai l'impression qu'elle a été un peu forte. Ouais. Ne serait-ce que l'intensité des éclipses lunaires, je crois que je lisais. Alors moi, je suis pas très calée astrologie, je m'y penche un peu, mais que c'était quand même assez rare. Ouais. Coucou, salut tout le monde. Que c'était quand même assez rare et que quand ça arrivait, en fait, ça déployait pas mal de choses au niveau des nœuds énergétiques. Enfin, donc Hmm. ouais, c'est toujours moi, en tout cas, j'ai un lien. Bon, je pense que toutes les femmes, on le sait, hein, de toute façon, l'astre de la femme, c'est la lune. Mais Hmm. je dirais que j'ai un lien vraiment très particulier à la pleine lune et ça donne toujours de belles rencontres. Alors souvent, c'est des rencontres nocturnes, pour le coup, pas trop diurnes, mais pas toujours très reposantes. Mais on se faisait une remarque avec une amie thérapeute, là, dernièrement, on se disait, c'est bizarre parce que quand on a en fait des insomnies lors des pleines lunes, le lendemain, on n'est jamais fatigué. Tu as Ouais. toujours l'impression que en fait, tu n'as pas perdu d'énergie, tu n'es pas déstructuré, qu'au contraire, tu es plus ancré, tu es plus aligné. Donc voilà, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais Hmm. en tout cas, c'est Tu top. veux dire les insomnies en lien avec les lunes, par exemple, enfin la lune ou les pleines lunes ou les nouvelles lunes? Ouais. Ok, ouais, Ouais. je vois. Hmm. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ben, ouais, 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 c'est rigolo. Moi, je suis pas spécialiste non plus hein, des astres et tout ça, même si je suis très très reliée à la lune depuis toujours et que je suis cancer, donc c'est vraiment l'astre Ah oui. du cancer. Mais voilà, j'ai l'impression que plus je grandis, c'est peut-être aussi que j'écoute de plus en plus aussi mon corps et les signaux et tout ça, mais là, depuis quelques années, je le vois clairement, quoi. Les pleines lunes, les nouvelles lunes, j'ai pas trop besoin de regarder les dates ou les calendriers ou C'est quoi, mais ça. je les sens vraiment dans mon énergie, dans mes émotions, dans mes rêves, dans comment je dors. Et ouais, je trouve ça, c'est toujours fascinant, quoi, de se sentir relié à plus grand que soi et de se sentir dans un cycle et dans un mouvement qui nous dépasse aussi. C'est pas toujours, ça peut challenger, c'est pas agréable parfois, mais et à la fois ça donne un certain ancrage et ouais, un sentiment d'être en lien, d'être vivant et de pas être seul quelque part, quoi, de se sentir connecté, quoi. Mm. Ouais, sentiment d'appartenance, je suis d'accord. Ouais. Et justement, on va un peu parler de ça aujourd'hui, enfin d'une autre manière, puisqu'on va parler d'ancrage, de résilience, de comment trouver de la paix, de la sérénité, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur.
Donc, super thème par rapport à tout ce qui se passe depuis 2 ans. Donc merci de l'aborder. C'est le thème de la formation que tu partages sur power.school qui est déjà disponible. Si jamais vous êtes déjà abonné à la plateforme, vous pouvez d'ores et déjà regarder cette formation. Donc on va aborder ce thème-là ensemble, mais peut-être que pour commencer, tu peux peut-être nous dire qui es-tu avec tes mots. Voilà, qui tu es, ce que tu fais, en nous disant ce que tu veux, parce que évidemment c'est une question très vaste, mais voilà, je te Ouais. laisse te présenter comme tu veux. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec les étiquettes et avec les présentations. J'ai pas bien l'impression de, bon, comme personne, je pense, mais de rentrer dans une case et dans un moule en particulier. Ouais. Euh, Moi, mon cheminement, il est assez vaste parce que j'ai commencé en fait par le yoga et je suis arrivée au yoga par un burn-out. Voilà. J'étais pas du tout dans le milieu du développement personnel, dans le développement de soi même. Et en fait, j'étais vraiment, je pense, en pilote automatique. Je viens d'une famille très cartésienne, en dehors de la foi, mais peut-être relié, connoté à la religion. J'avais pas cet aspect-là de la spiritualité. Mm. C'était abstrait pour moi. Et en fait, j'avais un métier qui était très physique et du jour au lendemain, mon corps m'a lâché. Alors du jour au lendemain, parce que j'étais pas du tout connectée à mes ressentis. Bien entendu qu'il y avait eu des alarmes et qu'il y avait eu des appels, mais que je les ai pas entendus. Donc en fait, pour commencer, je me suis soignée moi. Donc j'ai commencé par le yoga. Je suis partie en fait me former à divers endroits, notamment en Inde. Et puis après cette formation-là, j'ai commencé à enseigner. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, c'est pareil, j'ai l'impression de l'avoir fait parce que je me rendais compte que les bienfaits, en fait, ils étaient tellement extraordinaires pour moi que j'avais qu'une envie, c'était de les partager. Mm. Donc j'étais encore beaucoup tournée vers l'extérieur quand même. Et puis tout doucement, à force d'enseigner, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me manquaient. C'était comme si j'avais en fait une approche de notre être, de la connaissance intrinsèque, mais qui me manquait des détails. Et bah, comme quand on met le pied dans le développement personnel et qu'en fait après tout nous appelle, hein, plus Mm. ou moins, on a envie de faire pas mal d'expériences. Donc j'ai continué en fait mes recherches, j'ai fait beaucoup de recherches au début, j'ai lu beaucoup de livres et puis au bout d'un moment je me suis dit bah allez, une opportunité s'est offerte à moi de partir à Dharamshala, donc qui est en fait au nord de l'Inde, aux portes du Tibet, le siège du Dalai Lama. Et je suis partie apprendre pardon, l'Ayurveda. Donc j'ai bossé pendant 3 mois la première année en clinique. C'était une expérience assez extraordinaire. J'ai eu l'impression de reconnecter avec des choses que je savais déjà. En fait, c'était très bizarre comme ressenti. Euh, et puis par rapport à la médecine allopathique, en fait, pour moi, c'était logique. Je me dis, mais oui, ça allumait plein d'espace à l'intérieur de moi, c'était dingue. Et puis en fait, bah voilà, ça a été pour moi vraiment, je pense, l'expansion, enfin l'ouverture. Derrière, je me suis formée à pas mal d'autres pratiques, le yoga thérapeutique notamment, la PNL, j'ai fait de la psychologie positive aussi. Donc j'ai ouvert un petit peu, voilà, toutes les voies. Aujourd'hui, bah, je pense que je ne me suis pas arrêtée. Là, je vais bientôt passer mon mastering de praticien en PNL. Et puis, je pense que le deuxième très gros tournant dans ma vie, ça a été le chamanisme, à une période en fait où j'avais, je pense, vraiment besoin d'éclairage sur mon féminin, en fait. Ma capacité à recevoir, ma capacité à accueillir ce qui se passait en moi, ce qui se passait à l'extérieur. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne extraordinaire, du coup, qui est membre de la Fédération française de chamanique et de chamanisme. Et en fait, bah, ça m'a ouvert la voie. J'ai fait un premier soin et lors du soin, je me suis mis à entendre des choses. Je pense que c'était je suis venue, parce que je suis venue sans attente aussi. J'avais vraiment pas d'idée de ce qui m'attendait. Et quand elle m'a fait le soin, je me suis mis à voir, à entendre. Et là, ça a ouvert le champ peut-être de l'invisible que j'avais pas encore côtoyé de cette manière-là. Donc j'ai décidé en fait de creuser. Donc j'ai fait un counseling. Et puis bah, aujourd'hui, je suis tout ça. Enfin, je suis tout ça et en même temps, je suis rien de tout ça parce que je suis tellement plus. Mais ça fait partie en tout cas de mon parcours. Et aujourd'hui, je propose donc moi des accompagnements individuels mais pas mal d'accompagnement de groupe aussi. J'ai un très gros programme qui s'appelle Divine Puissance,
qui permet aux femmes, bah d'ailleurs, je vois qu'il y a des femmes qui arrivent qui l'ont déjà suivi, c'est trop drôle, qui permet aux femmes en fait de se reconnecter à leur connaissance intrinsèque, donc à leur capacité, mais aussi à qui elles sont vraiment, à leur essence. Mm. Donc, c'est l'expression de mon parcours et je pense que bah, c'est un petit peu ce que disait souvent Anne-Claire dans ses podcasts, mais je pense qu'on arrive vraiment en fait sur ces chemins-là à partir de soi, enfin, à partir Mm. de ce qu'on vit, de notre expérience, et ensuite, ça, parce qu'on arrive à le transcender, à l'apaiser avec le bagage qu'on associe, ben, on peut le distribuer, en tout cas, on peut l'offrir et le rendre disponible. Mm. Donc, voilà. Oui, tout à fait. C'est souvent des activités, des métiers, je sais pas, il n'y a pas vraiment de mots, mais souvent c'est des transmissions, en tout cas, qui partent d'une expérience de vie, d'une histoire, de quelque chose. Enfin, voilà, pour toutes les personnes que j'ai interviewées, en tout cas par le biais de Pawa, et maintenant ça en fait quand même pas mal, je sais pas combien je suis. On est tous et toutes, on partage en fait quelque chose qui vient de notre vécu, de notre expérience. On est allé chercher des solutions à des problématiques qu'on a rencontrées, où on a, voilà, comme tu dis, on a cherché à guérir certaines choses, on a fait des rencontres, on a appris des choses, et puis on a ensuite, on partage ensuite sur notre route à d'autres personnes ce qu'on a compris avec notre angle de vision, notre cœur, notre façon d'expliquer les choses. Et c'est pour ça que je trouve ça très beau parce que quelque part, c'est pas forcément un choix. Tu vois, c'est pas un choix c'est pas toujours un choix vraiment, ok, bah c'est ça que je veux faire. Enfin voilà, ça se présente à nous. Déjà, on le traverse, on l'expérimente pour nous. Et puis ensuite, c'est comme un élan naturel de vouloir le redistribuer, le repartager autour de nous, quoi. Mm. Ouais. Mm. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment cet aspect-là bah, de transmettre enfin, à cœur ouvert, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est, ouais, ça part d'un espace authentique, tu vois, de quelque chose de vrai. Et je trouve que ça, c'est marrant parce qu'en coaching, on dit souvent nos plus grandes douleurs sont nos plus grands tremplins. Et en Ouais. fait, c'est vraiment ça. Alors, sans aller dans dans la croyance, parce que si on ingère cette croyance-là, on va les générer, on va les produire, ces situations-là, on va chercher justement à toucher le fond pour rebondir et aller vers la lumière. Et ça, on en entend quand même pas mal, je trouve, dans le milieu thérapeutique. Ouais. Euh, mais en tout cas, oui, c'est vrai que quand on arrive à transcender, à dépasser ça, ça donne des choses qui sont plutôt jolies en règle générale. Mm. Ok, et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce que tu faisais avant? Parce que du coup, tu parles de burn-out et un peu de transition de vie où le yoga t'a beaucoup aidé, et puis avant de toi-même partager et puis accompagner aujourd'hui des femmes et puis des personnes. C'était quoi, du coup, toi, ça ressemblait à quoi ta vie d'avant, le chapitre d'avant? Bah, c'est intéressant ça parce que j'aime bien m'y replonger. Je trouve que c'est chouette d'y aller, non pas pour plonger dans le passé, mais pour se rendre compte de la perspective et de l'évolution. Mm. Je fais toujours en fin d'année ça. En fait, avant, je portais l'uniforme, moi. Mm. Euh, du coup, j'étais dans l'uniforme, donc mes journées, alors c'était jamais les mêmes. En fait, je travaillais en cyclique et je travaillais beaucoup de nuit aussi. J'avais beaucoup de cycles de nuit. Euh, donc voilà, les derniers temps, j'avais pas mal pris de responsabilités, si on peut appeler ça comme ça. Donc en fait, je gérais une équipe et le quotidien, bah, ça ressemblait à des horaires tout décalés, à des fins de service jamais à l'heure, à des rencontres et des gestions de conflits quotidiennes. En fait, ce qui est drôle, c'est que dans mon parcours, j'ai quand même gardé en fait une trame directrice et je trouve que ça, c'est intéressant à regarder chez chacun d'entre nous. En fait, euh, moi, j'ai toujours été passionnée par l'humain. Et dans tout ce que j'ai fait, en fait, la trame vraiment conductrice, c'était comprendre notre fonctionnement, en fait, et vraiment être à disposition de l'humain, vraiment. Ce qui me passionne, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis souvent que je suis une exploratrice du vivant, parce que pour moi, c'est d'aller découvrir, en fait, et d'aller chercher, creuser dans notre système, dans nos ressources et les refaire jaillir. Donc ça, je pense que je l'ai gardé. Mais ouais, c'était un très beau métier. Je regrette pas du tout. J'avais la vocation depuis que j'étais toute petite. J'ai toujours voulu faire ça. Euh,
Et c'est vrai que je suis partie d'un élan vraiment réfléchi. J'ai pris une année en fait avant de partir. J'ai pris une année sabbatique entière avant de me dire, enfin une dispo, avant de me dire bon, voilà, est-ce que tu fais, est-ce que c'est Mm. juste, est-ce que c'est vraiment aligné? Et en fait, le système de valeur de l'administration où je travaillais, elle était plus du tout en corrélation avec la personne que j'étais devenue, avec ce burn-out. Il y a eu beaucoup de choses au milieu, parce qu'il y a eu des événements assez difficiles à gérer, il y a eu des attentats. Il y a eu Mm. beaucoup de choses en fait qui se sont passées en amont de tout ça et qui m'ont fait peser, tu vois, vraiment dans la balance. Aussi, je suis maman. Mm. Donc, voilà, il y avait beaucoup de choses qui rentraient en jeu, mais je pense que ce qui m'a vraiment arrêté net, c'est mon corps, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment Ouais. donné, comme dit Freud, le corps, c'est l'expression de l'inconscient. Bah, c'est un petit peu ça. Là, pour le coup, j'ai envie de dire que c'était même plus une question de choix, c'est une question de survie. Ouais. Mm. Ouais, quand le corps reprend le relais et crie encore plus fort que tous les petits signaux qu'on a pu avoir avant, qu'on n'a pas forcément écoutés. Et c'est souvent aussi là où bah, ça vient vraiment atteindre la matière, en tout cas toucher la couche vraiment dense. Et c'est parfois là où on se rend compte et où on s'arrête tout simplement. Une fois qu'il y a des choses qui atteignent ce corps, en fait, ou des douleurs ou des choses qui se passent à ce niveau-là. Et quel soutien alors t'as pu rencontrer à ce moment-là particulier de ta vie où tu parles donc de burn-out? Qu'est-ce qui t'a est-ce qu'il y a des personnes, des pratiques, des choses dont tu parles du yoga, mais qu'est-ce qui t'a fait du bien en fait à ce moment-là et pourquoi? Comment ça s'est passé ton retour petit à petit à réécouter justement ce corps et les signaux et à taper sur le fond de la piscine et puis repartir en fait? Mm. Là, je pense que le premier grand soutien, ça restera un des amours de ma vie, c'est le yoga. Je veux dire, je l'avais avant en fait le burn-out et j'étais déjà très sportive. Hein. Voilà, si vous connaissez un peu, il y a de l'Ayurveda. Je suis un vrai pitta. Je suis un profil très énergétique, très vivant, très feu. Et en fait, le yoga m'a apporté déjà une connaissance, la connaissance de moi, parce Hmm. que je l'avais pas cette connaissance-là en fait. C'est bête à dire, mais je pense que j'étais en pilote vraiment automatique. Enfin, j'étais à côté de mes pompes, hein, clairement. Et quand j'ai commencé à comprendre, lors de ma première formation, qu'est-ce que, enfin, notre système nerveux, tu vois, je savais même pas qu'on avait un système nerveux. Enfin, peut-être j'avais étudié à l'école, mais c'était passé à la trace, quoi, à la trappe complètement. Et de comprendre en fait la régulation de tout ça, pour moi ça a été important. Alors peut-être parce que mon cerveau est comme ça, j'ai une pensée en arborescence, mais j'avais besoin de comprendre comment j'avais fait pour en arriver là, en fait. J'avais besoin de comprendre comment j'avais pu dépasser mes limites, qu'est-ce qui était rentré en jeu en fait, intérieurement, extérieurement. Donc j'ai fait une thérapie et j'ai fait un coaching. Bon là, au jour d'aujourd'hui, je suis encore accompagnée, donc je crois que ça s'arrêtera jamais véritablement. En tout cas, c'est par phase. Mais plus on évolue et plus on va aussi réveiller des choses, des mémoires ou des traumas. Hmm. Et je pense que j'avais en fait annihilé beaucoup de choses. J'étais vraiment déconnectée. Je me poussais en fait dans des retranchements. Je pense que c'était assez fou. Et ça vient beaucoup de mon enfance, parce que j'ai une enfance qui a été très saccadée, où j'ai pas pu faire ces explorations-là. Et donc, en fait, ça a créé des répercussions à l'âge adulte, par voie de fait, où j'ai voulu faire ces explorations, mais sous différentes formes, de toute façon. Le conscient et l'inconscient, le cerveau est très bien fait. Il sait bien aller chercher ce qui lui manque par des canaux divers ou projeter à l'extérieur certaines choses. Mais je pense que voilà, le premier soutien, ça a été le yoga, mon tapis, en fait. Mon tapis, ce rendez-vous là permanent. Même quand il était défaillant, il était là. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de quand je me pose sur le tapis, c'est ma bulle, c'est moi en fait, c'est mon espace. Et je crois que ce lien s'est tissé aussi particulièrement en Inde, beaucoup, Hmm. avec les odeurs et puis la culture là-bas. Le fait d'avoir aussi pratiqué tous les matins très tôt, comme se veut la tradition. Et après, je pense que vraiment, ce qui a été pour moi une rencontre extraordinaire, et là j'ai eu l'impression d'avoir ouais, le cœur qui s'ouvrait, en fait, c'est mon Vaidya, donc ce qu'on appelle les médecins ayurvédiques.
Mhm. euh, en Inde. J'ai jamais reçu, et quand je le dis, ça me fait frissonner à chaque fois, ça n'a pas changé depuis des années. J'ai jamais reçu autant d'amour de la part Mhm. de quelqu'un. Ouais, je n'ai jamais, je pense, en toute humilité, hein, pourtant j'ai eu un père, une mère, mais j'ai jamais reçu autant en fait d'humilité, voilà, comme ça, de connaissance, de savoir, d'amour, et je crois qu'à travers lui, en fait, j'ai vraiment pu me reconnecter à mon essence aussi. Et je me rappelle que dans les premières journées de la formation, on était plein d'occidentaux et on était tous un peu en mode bon, qu'est-ce qui va se passer dans les premiers jours, comme quand tu commences une formation. Et en fait, il a littéralement fait tomber toutes mes attentes, toutes mes projections, parce que les premiers jours, en fait, on a passé du temps à étudier la nature. Et ça, pour moi, ça a été, mais je sais même pas comment vous dire, quoi. Ça m'émeut encore. C'était une révélation, en fait. Je me suis dit, mais toutes ces années, quoi, tu t'as pas vu, elle est là, elle est autour de toi, c'est toi, elle, c'est toi, t'es elle. Elle t'enseigne, c'est ta plus grande enseignante, mais tu passes à côté d'elle, en fait. Sans cesse, tu. Et puis bah après, j'étais pas mal aux portes de l'Himalaya, donc pas mal proche de la nature malgré tout, des montagnes. Donc je crois que ça restera. On est toujours en contact. Quand j'ai fait mes premiers bilans ayurvédiques, il a été là, disponible. Alors c'est à la mode indienne, hein, donc si vous connaissez l'Inde, je réponds des heures ou des jours après, mais je suis là en fait. Je te laisse pas, mais et ouais, ça a été pour moi, je pense, un véritable soutien. Et puis après, je pense que tout s'est enchaîné d'une manière qui était magnifique, enfin, qui était juste rencontrer les bonnes personnes quand tu te poses des questions, en fait, générer des rencontres qui t'amènent à aller vers des formations qui t'amèneront à trouver des réponses. Enfin, c'est assez joué assez de manière assez, ouais, c'était assez fluide, quoi. Donc, c'était chouette. Mhm. Ok. Ouais, donc j'entends qu'il y a eu ce retour au corps, ou en tout cas de se refocaliser sur le corps à un moment de ta vie, même s'il y avait déjà le yoga avant, mais en tout cas voilà, de passer par le corps. Il y a eu aussi l'importance des rituels, en tout cas de s'engager envers quelque chose. Donc c'était ces cours de yoga, mais voilà, de réinstaurer des rituels, des routines. Voilà, j'essaye de saisir un peu les éléments qui t'ont permis de rebondir à ce moment-là de ta vie, et puis de te retrouver, de retrouver un chemin fertile qui donne des beaux fruits, et sur lequel tu es encore aujourd'hui. J'en profite pour faire la transition vers le thème de ta formation, puisque c'est vraiment ça en fait. Voilà, l'idée en fait, l'objet du partage, c'est vraiment de transmettre des outils et des pratiques qui permettent de retrouver de l'ancrage, malgré tous les événements, les circonstances extérieures, le flot émotionnel qu'on peut avoir, dont tu parles bien dans le petit teaser que j'ai partagé hier en story pour introduire notre rencontre d'aujourd'hui. Du coup, voilà, est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur ces outils justement dont tu parles? Mhm. Ouais, moi je peux parler très longtemps, hein, faudrait que tu m'arrêtes. Non, non, mais je rigole. Non, en fait, ce qui est drôle, c'est que je pense que en même temps, cette période-là, elle nous met face à certaines choses et en même temps, je pense que cette instabilité-là et le fait qu'on ne maîtrise pas, ça existait déjà avant. Mm. Donc, en fait, la période-là de crise sanitaire, pour moi, ça n'a fait que mettre en relief des éléments, en fait, sur lesquels peut-être on était endormi, plus ou moins, et sur notre besoin euh, de contrôle, de maîtrise de notre environnement, de notre extérieur. Et en même temps, on contrôle jamais rien. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est une illusion. Et dans cette illusion, en fait, on y était, je pense, tous plus ou moins à un degré très, très différent. Et, et c'est vrai que ben, cette capacité qu'on a intrinsèquement euh, de partir sans cesse vers l'extérieur, d'être happé vers l'extérieur, en fait, c'est un jeu. Enfin, en tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est un jeu de. J'essaye d'aligner mes pions, j'essaye de me mettre dans l'axe, et puis hop, on me happe, en fait, pour me décentrer. Et puis je me remets dans l'axe, et puis on me happe. Pour moi, ça,
c'est vraiment quelque chose qui se développe. Je dis souvent, le mental, c'est un peu comme un petit singe en fait qui saute de branche en branche tous les jours. Mais si tu prends tous les matins, comme le dit l'Ayurveda, le temps de lui donner sa banane, en fait, pour tout le reste de la journée, plus ou moins, avec une pratique régulière, tu peux avoir de la tranquillité, tu peux être en paix. Mais je pense que c'est intéressant sur le plan aussi de la connaissance de soi, parce que tout ça, ça nous emmène à nous connaître en fait, à vraiment comprendre comment est-ce qu'on fonctionne en fait. Qu'est-ce qui génère cette anxiété, qu'est-ce qui génère ces peurs, qu'est-ce qui réagit dans notre système, sur quoi est-ce qu'on porte notre attention, comment on cultive notre maîtrise et notre attention aussi. Donc en fait, c'est juste quelque chose qu'on met en exergue, mais plus vous allez au quotidien euh, être centré, prendre du temps pour vous. C'est ça qui est drôle, c'est que dans le confinement, à la base, le confinement, ça je fais une parenthèse, à la base, le confinement, ça vient du NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique. Et en fait, c'est uniquement pour les risques de contamination de l'air. Et là, en fait, on est arrivé sur un process de confinement qui était plutôt un process d'introspection, de retrait, de retour à soi. En tout cas, c'est comme ça que nous, peut-être, j'imagine, on l'a Mm. vécu, pas comme quelque chose de liberticide ou quelque chose qui était, c'était plutôt, voilà, bah, ok, on prend ce qui est disponible sur le moment, on va vivre avec ça et on va le transformer. Toujours cette idée de marmite, là, je prends en fait les éléments extérieurs, je les mets dedans et puis je vais essayer d'en ressortir quelque chose de bon que je vais pouvoir, dont je vais pouvoir me nourrir. Mais dans la formation, j'ai essayé d'être à la fois le plus concis possible et à la fois la plus pragmatique. J'ai essayé de donner une partie qui soit vraiment purement de transmission de connaissances parce que pour moi, la clé, c'est la connaissance. En fait, on ne peut rien faire si on n'a pas la connaissance de soi. Sinon, ça veut dire qu'on avance en permanence, en fait, les yeux bandés, quoi. C'est un peu, voilà, on avance à tâtons. Alors que si je me connais, en fait, ça veut dire que j'ai des temps je m'écoute, j'entends en fait. J'entends les parties de moi, ce que j'appelle souvent le haut soi, qui s'expriment. J'entends aussi le mental et c'est plus, il n'y a plus de conflit en fait à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui existe beaucoup, c'est un conflit qui est extérieur, la séparation avec l'autre, avec des convictions différentes. Mais ce même conflit existe à l'intérieur. Et si j'arrive à le résorber, en fait, bah, mon intérieur va projeter du coup des informations sur mon extérieur. Mm. Mais j'ai essayé de, voilà, de mettre, comme j'ai l'habitude de travailler, c'est-à-dire une partie pragmatique pour les personnes qui sont plus ou moins cartésiennes et qui ont besoin de comprendre, qui ont un cerveau qui est plutôt analytique, et ensuite de passer à une partie pratique où là, on peut vraiment se déposer et avoir des outils cohérents, une boîte à outils d'autonomie, parce que ça, c'est pour moi très important. On ne développe pas de dépendance, en fait, soit à l'extérieur d'une information, soit auprès de personnes. Je pense que plus que jamais aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de nous responsabiliser. Et c'est en faisant qu'on se sent aussi un peu plus, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un peu plus maître de sa vie et un peu plus ancré aussi. Parce que les cartes, elles sont toujours entre nos mains, hein. Qu'importe ce qui se passe à l'extérieur, on est toujours libre de répondre à l'extérieur ou de répondre à l'intérieur. Mm. Ouais, complètement. Et c'est vrai que bah, on le voit à la fois, cette période-là de confinement, elle a provoqué chez beaucoup de personnes ce retour à soi dont tu parles, qui est très bénéfique, où on a pu enfin peut-être se poser des questions qu'on repoussait un peu, ou se rendre compte qu'en fait, bah, de moins travailler ou de moins sortir ou de voir moins de monde, c'était pas si mal. Enfin, il y a eu vraiment un gros changement qui a pu apporter des grosses prises de conscience chez beaucoup. Et à la fois, en parallèle, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi le plein essor du monde numérique qui est en cours et que le confinement a favorisé, en fait, clairement. À la fois, c'est cool, c'est comme tout, il y a du bon et du pas bon, mais il y a aussi, bah, comme on fait nous là, par exemple, sur Pawa, où il y a de plus en plus d'informations disponibles gratuitement tout le temps. Et en fait, bah, tu le sauras peut-être mieux que moi parce que du coup, tu étudies la PNL, donc le cerveau et le fonctionnement du cerveau. Euh, Moi, j'ai vraiment la sensation, l'intuition que on n'est pas outillé en fait en tant qu'humain pour avoir autant d'informations en permanence. Soit on n'a pas appris, soit notre cerveau il n'est pas capable. Je ne sais pas à quel endroit ça se passe parce que je sais qu'on est immensément capable, mais pour le coup,
on n'est pas non plus des machines, quoi. Donc, on ne fonctionne pas sur les mêmes rythmes. Et, euh, et du coup, je te rejoins, c'est encore plus important aujourd'hui d'avoir cette capacité à trier, à savoir ce qui est bon ou pas pour nous, et à pas prendre voilà, tout ce qui existe pour acquis, ou vouloir tout expérimenter, enfin, voilà, ça va être de plus en plus important d'avoir le discernement à l'intérieur de savoir ce qui est bon pour nous, juste ou pas, à quel moment, comment, à quelle fréquence. Parce qu'il y a ce danger-là que moi je vois vraiment, même à titre personnel, hein, et puis à d'autres niveaux en fait. Mm. Ouais. Non, mais je te rejoins complètement. Bah, c'est vrai que, tu vois, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai bossé là ces derniers mois. C'est mon positionnement justement face au numérique, qui est, comme tu le dis, je pense, une avancée, qui est vraiment géniale, qui nous a permis de maintenir le lien, qui a Mm. permis aussi, bah, tu vois, de maintenir un lien. Euh, les personnes, elles ont pu quand même trouver des supports, notamment, je crois, Ouais. sur l'hygiène mentale aussi. Quand elles étaient en détresse, elles pouvaient aisément consulter quelqu'un depuis donc, leur smartphone. Donc, c'est super. Et d'un autre côté, je pense que pour moi, ça fait croître le consumérisme en fait de sociétal, le consumérisme humain aussi. Mm. S'il y a quelque chose qui me plaît plus, ben, en 2 secondes, en fait, je peux l'enlever, je peux ghoster, c'est facile, je suis derrière mon téléphone. Donc, en fait, pour moi, ça augmente aussi une forme de déresponsabilisation, mais on revient toujours à soi. C'est-à-dire qu'on est tous acteurs. Donc, c'est où on est en capacité d'aller voir, en fait, ce qu'on fait d'une manière consciente ou inconsciente, où on n'en est pas capable. Et ça, chacun fait son chemin là-dessus. Mais en effet, notre système nerveux notamment, de toute façon, Mm. en fait, tout ce qui va rentrer à travers nos 5 sens va être une information qui va être traitée par notre cerveau. Tout ce qui rentre par nos 5 sens. Donc, que ce soit au niveau de ce qu'on va mettre sur notre peau, au niveau de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on goûte, tout ça, en fait, ça a un impact sur notre système nerveux et notre système va devoir entre guillemets, pour vulgariser, digérer. Donc, s'il y a un amas, c'est pas pour rien qu'il y a un excès de burn-out aujourd'hui, qu'il y a énormément de reconversion, qu'il y a énormément. C'est ni plus ni moins en fait qu'une dégradation du coup de notre système, d'où l'importance de revenir à notre ancrage et de pas rester focalisé des heures en fait sur le téléphone, sur les informations, sur l'ordinateur, sur la télé. Parce que ça sature en fait le système et le système va se déclencher et passer en mode survie. Mm. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande partie de la population française qui est en mode survie. C'est ce qui explique aussi le déploiement des réflexes archaïques. Donc le fait Mm. qu'on aille, par exemple, faire des queues Ouais. astronomiques dans les magasins pour remplir des chariots, voilà, ça c'est le cerveau reptilien. Mais et en même temps, il y a beaucoup de mémoires aussi. On a les mémoires de guerre qui sont malheureusement au niveau cellulaire, on en a beaucoup dans l'inconscient collectif. Euh, mais mais en même temps, je comprends que ça puisse être difficile. Je pense que ça l'a été plus ou moins pour tout le monde. On a tous traversé des moments un petit peu de chaos intérieur en se disant, mais en se pinçant, en se disant, mais ce que je suis en train de vivre, c'est réel ou est-ce que c'est un film? Et en même temps, je pense que c'est vraiment une très belle perspective d'évolution parce que ça a acté aussi dans le système de valeurs des personnes, ça a mis comme en fait un espèce de grand tranchant où les gens se sont dit, OK, comme selon certaines personnes en tout cas, c'est pas mon avis, mais comme la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, hein, il y a vraiment cette peur primitive de l'extinction de la race humaine, hein, c'est la plus grande peur au niveau humanité. Et ben en fait, on va cesser de reporter nos projets et on va acter. Donc, des gens qui, par exemple, voulaient acheter une maison en campagne, ben, sont partis s'installer en campagne et plus rapidement que prévu. Donc, je pense qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Aujourd'hui, moi, j'essaye de faire en sorte que les choses, tu vois, que je fais, elles soient, que je pratique, elles soient en fait conscientes et que ce ne soit pas des habitudes de réconfort que ce soit pas des choses qu'on fait parce que c'est devenu instinctif. Dès que j'ai un temps mort, en fait, je prends mon Mm. téléphone et puis je scrolle. Ouais. J'ai envie qu'il y ait vraiment, ça c'est beaucoup le féminin aussi qui l'amène, mais j'ai envie qu'il y ait vraiment cette intentionnalité de se dire, ok, mais c'est quoi l'idée? Qu'est-ce que je cherche à pallier là? En fait, est-ce que je peux pas juste savourer ce qui est en train de se passer? Tu sais, c'est vraiment cette reconnexion au sacré. Ouais. Et je pense que s'il y a bien un message qui vient avec la gestion, même si j'aime pas le terme gestion émotionnelle, c'est un terme qui est très courant pour moi. En fait, c'est plutôt processer une émotion, en fait, c'est plutôt la vivre, quoi, l'expérimenter vraiment pleinement. Et l'ancrage, c'est vraiment cette idée de remettre en fait du sacré, de la présence, de la conscience dans son quotidien. Ça, je pense que c'est.
voilà, c'est l'invitation première de ce qu'on est en train Ouais, je te rejoins complètement, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup et ouais, d'avoir cette conscience, cette présence en tout cas dans l'instant de se poser les bonnes questions aussi et comme tu dis, de réussir à ralentir pour sortir du mode de réaction, action-réaction et d'être un peu dans un mode automatique comme ça. Et c'est pas évident, quoi, mais de revenir à l'instant, bah, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ou de quoi j'ai vraiment envie là maintenant ou besoin ou enfin, voilà, de ralentir assez pour pouvoir se poser cette question suffisamment de fois dans la journée pour être sûr que qu'on n'est pas dans un mode automatique ou de vraiment qu'on est présent à ce qu'on fait et qu'on est en train de vivre ou de faire ou de voilà la chose qui est juste pour nous à ce moment-là quoi et ouais c'est pas évident et puis tout ce que tu partages autour du sacré ça me parle énormément. Moi depuis peu j'ai la chance de vivre d'inviter des rituels à la maison, des cérémonies de hutte de sudation avec bah, un verseur d'eau est. qui vient. Ouais, on fait ça une fois par trimestre, en fait, un à chaque saison. On a commencé au printemps et moi, c'était la première fois en fait que je faisais des huttes là au printemps. Euh, et, et en fait, bon voilà, c'est quelque chose d'assez fort pour plein de raisons, mais je voulais simplement rebondir sur le fait du sacré. C'est pour moi, c'est des cérémonies, c'est des rituels sacrés qui invitent du sacré à la maison. En plus, on les accueille sur le lieu, donc c'est quand même particulier. Et la première fois donc, que j'ai fait cette hutte, j'ai décidé d'éteindre mon téléphone en fait un jour et demi avant après, les jours qui ont suivi, je ne savais pas exactement pour combien de temps. Et, et en fait, ça m'a fait un bien fou de pouvoir vivre ça en dehors du téléphone, de l'ordinateur, en dehors de l'appareil photo, de la vidéo. Enfin, je me suis rendu compte en fait ce week-end-là à quel point on pouvait avoir moi en tout cas, avoir cet automatisme de vouloir capturer ce que je vis pour garder des souvenirs ou pour le partager ou peu importe. Et du coup, de pas être vraiment dans l'instant. Et pourtant, je suis pas la meilleure Instagrammeuse ou quoi. Je pense que je pensais avoir quand même de la marge. Et en fait, non, ce week-end-là, pour moi, je me suis moi-même bluffée de voir comme ouais, la vie, elle est sacrée en fait. Tous les instants de la vie sont sacrés. Et le sacré, ça ne se montre pas en fait. Et ça ne se filme pas, ça ne se capture pas, ça ne se partage pas. C'est là maintenant. Et si t'es pas là ce moment-là, tu s'es perdu en fait, c'est tout. Et il n'y a pas de deuxième chance quoi. Ben, voilà, il y a tous les instants qui se succèdent et chaque instant est sacré. Mais en tout cas, ce week-end-là, j'ai vraiment eu cette prise de conscience-là et voilà, ça a été très très fort pour moi et j'ai remercié énormément la hutte pour ça et la personne qui vient donc mener ces huttes à la maison de nous avoir dit, bah voilà, en fait, la hutte, on peut pas la filmer, on peut pas la prendre en photo, tout ça, c'est pas possible ici. Et ouais, je me suis dit, mais comme c'est précieux d'avoir ces limites-là. Et en fait, je pense que c'est ça qui peut me faire peur, moi, un petit peu avec le numérique, c'est que j'ai la sensation qu'on nous a, enfin on nous a, j'ai pas, enfin on a créé un outil qui est incroyable, mais on s'est offert cet outil sans avoir aucune notice. Et voilà, on peut faire ce qu'on veut, etc. Mais c'est hyper dangereux en fait parce qu'il n'y a aucune limite. Et bah voilà, on n'a aucune limite et on n'a aucune conscience vraiment de ce que ça va nous provoquer en fait dans les années qui viennent et ce que ça nous fait déjà. Et moi, je trouve que c'est ouais, c'est dangereux, quoi. Et c'est tout autant dangereux que c'est fantastique. Donc, il y a un peu les deux revers de la médaille, mais je trouve que voilà, je te rejoins quoi, sur ce sacré et sur le besoin qu'on a de plus en plus à se relier à certaines traditions, comme le chamanisme dont tu parlais, l'ayurveda, le yoga, c'est quand même des pratiques qui ont traversé les millénaires, qui sont encore là aujourd'hui Ouais. et qui apporte un cadre dont on a besoin pour s'épanouir, pour grandir en sécurité, en étant ancré, dont tu parles en fait. Enfin, moi, ça m'a fait un bien fou d'avoir ces limites-là qui étaient posées et de me dire, ah ouais, mais oh, merci en fait, c'est un cadeau quoi. Mhm. Ouais, et puis je trouve qu'il n'y a pas cette notion-là derrière comme pourrait le faire la société ou sur le plan du consumérisme, il n'y a pas cette idée, tu vois,
y a rien de commercial, en fait. Il y a rien à vendre. Il y a à ressentir. Il y a rien à faire, en fait. Il y a à être, tu vois. Et ça, je dis souvent, moi, même sur le plan de l'abondance, avoir est un état d'être. En fait, c'est pas une question d'avoir plus de connaissances, d'avoir plus de richesse. C'est une question d'être, en fait, plus profondément. Et ça, je pense que c'est par les temps qui courent, c'est important. Et tu vois, tout ce que tu dis, moi, c'est vraiment aujourd'hui ce que je ressens en fait dans cette dérive-là. Et c'est vraiment mes questionnements à moi du moment. Parce que il y a des choses sur lesquelles je me retrouve plus. J'ai jamais de toute façon suivi l'algorithme, j'ai jamais fonctionné comme ça, j'ai toujours été. Mais je trouve que même si on garde notre libre arbitre, en fait, on reste dans une société qui est yang, en fait, à tendance patriarchique. Et donc il y a toujours ce on y va, action, on se met en action. Et la solution elle est dans l'action. Et en fait, pour moi, ce que j'ai vraiment découvert depuis quelques années. Je pense que ce qui m'a vraiment poussée, c'est le chamanisme au niveau de l'énergie et du féminin, de la réconciliation, en tout cas avec mon féminin, parce que moi j'étais beaucoup trop yang. J'étais toujours dans l'action. Et ben en fait, c'est justement de se dire que les réponses, les solutions, tout ce qu'il faut aller voir, c'est l'être. En fait, c'est du yin, quoi. Enfin, c'est à l'intérieur, c'est pas en se tournant tout le temps vers l'extérieur et tu vois, même là en ce moment, je me dis, mais c'est super d'être accompagnée, c'est super de. Mais c'est pareil, c'est encore. Alors ça dépend sous quel plan, mais le coaching un peu moins que la thérapie. Mais tu vois, sur la thérapie, c'est encore solliciter en permanence l'aide de quelqu'un pour. Alors c'est sûr qu'ensemble, l'intelligence collective, on va 10 fois plus vite. Mais ça reste, tu vois, des questionnements où je me dis que malgré tout, la société, elle est fondée sur ce modèle qui est un modèle de consommation, qui est un modèle d'extériorisation. Et, euh, et tu vois, les U, je t'en entends parler, déjà, je trouve que ton expression, elle change, en fait, ça s'illumine, c'est trop beau. Et je le ressens aussi parce que moi, je l'ai vécu et ça se vit, voilà, tu vois, c'est pas quelque chose même que derrière, en fait, on peut reverbaliser, c'est quelque chose qu'en fait, c'est de l'ordre du vivant, quoi. C'est pareil que quand, je vais faire une comparaison, mais c'est pareil que quand moi, je peux regarder des heures un oiseau, en face de ma chambre, en fait, j'ai un grand arbre et j'ai toujours plein d'oiseaux et je peux passer 3 heures à les regarder faire parce que je trouve que c'est exceptionnel. Et ça, en fait, c'est de l'ordre du vivant et c'est nous aussi, c'est notre miroir à nous, on est ça aussi. Ouais. Et je trouve on l'a trop oublié. Et s'il y a bien une invitation de cette période-là, c'est peut-être justement revenir dans l'être. Et je vois que les femmes sont un peu plus vecteurs, du coup, sur cette énergie féminine est forcément plus tournée vers l'être aussi. Hmm. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, ça se vit. C'est vrai que ça se capture pas. Et si ça se capture, c'est intérieurement, en fait, ça se capture. Tu vois, c'est dans les tripes, c'est dans le ressenti. C'est Hmm. pas quelque chose qu'on va après sans cesse mettre à disposition de quelqu'un d'autre. En fait, c'est. Parce qu'en plus, en faisant ça, je trouve qu'il y a une part de. C'est super, c'est inspirant, mais il y a une part aussi d'influence, tu vois. Et ça me dérange. Hmm. J'aime inspirer, oui, influencer, non. Tu vois, il y a vraiment cette. Ouais. Après, chacun est libre de prendre ce qu'il veut prendre, mais en tout cas, il y a cette balance-là, quoi, à trouver. Ouais, ouais, complètement. Hmm. Ouais, merci beaucoup hein, pour tous ces échanges. Selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Alors, on en a parlé là déjà pas mal, mais voilà, s'il y avait une chose vraiment pour toi qui est flagrante et dont on a vraiment besoin là aujourd'hui en tant qu'humanité pour passer à la suite, quoi. Ou... Je pense qu'on a besoin d'autonomie, déjà. Hmm. On a besoin d'être autonome. Et après, je rajouterais les liens. Donc, je parlerai d'interdépendance, en fait. Des liens. On a besoin de liens, Ouais, en fait. ouais. On a besoin de poser nos téléphones, tu vois. On en parlait. On a besoin de poser nos téléphones et de lever la tête dans le bus et de discuter avec notre voisin parce que peut-être que ça va être une super belle rencontre. Et voilà, on a besoin de retisser en fait ces espaces-là qui sont des espaces qui sont, j'ai envie de dire, naturels, mais qui le sont plus maintenant, qui à la base sont naturels, mais qui le sont plus, on s'est éloigné de ça.
pour moi, on Mm. s'est éloigné sous une certaine forme de notre véritable nature. Et donc, avec un peu d'autonomie et en recréant et en retissant des liens, un soupçon de connaissance de soi, et puis ça nous permettra voilà, d'avancer tous ensemble. Mais Mm. je pense qu'on a besoin de liens, parce qu'aujourd'hui, on nous sépare beaucoup. On a besoin de liens. Ouais, et complètement, ouais, de lien entre toutes les parts de nous, déjà un peu à l'image des médecines qui reviennent beaucoup, là, des médecines alternatives, traditionnelles, qui sont vraiment profondément holistiques et qui font du lien justement entre l'homme et l'environnement, etc. Ouais, on a besoin de se relier en nous, autour de nous, avec la nature, avec les cycles, avec les saisons. Et, euh, et avec aussi cette saison-là d'hiver dans laquelle on rentre tranquillement et avec ce vide, enfin, il y a quand même cette saison en hiver là où tout est à l'intérieur, quoi, où Et la mort. c'est lent et voilà, il y a le noir, il y a la mort, il y a le froid, il y a toutes ces questions-là qui sont complètement absentes de la scène dans notre société, quoi. Exact. Et voilà, c'est toujours le printemps, l'été, le printemps, l'été, le printemps, l'été, et l'automne, hiver, non, ça n'existe plus. Et on a besoin de se reconnecter aussi à ces énergies-là. Je trouve que c'est aussi pour ça que les automnes et les hivers peuvent être un peu difficiles et on a un peu plus envie de partir au soleil. Enfin voilà, c'est ok, je vais prendre des vacances au soleil et tout ça, pourquoi pas, mais il y a, il y a, il y a aussi à apprendre et il y a aussi un sens en fait à ces saisons-là. Elles sont pas là pour faire joli quoi. Et il y a aussi des choses à apprendre dans ces moments-là. On en a besoin. On peut pas skipper quoi du 31 août au direct. On arrive en mai quoi. C'est pas possible. Donc ouais, revisiter ces saisons-là, c'est important. Retrouver les vrais rythmes en fait de la nature. Mm. Bah, c'est ce qu'enseigne l'Ayurveda, hein. Dit vraiment que la nature, en fait, c'est nous, quoi. Les règles qui régissent la nature, le macrocosme régissent le microcosme. Ouais. Donc, mais c'est vrai que ouais, on a oublié certaines choses et le vide, ça fait tellement peur à l'être humain aussi. Cette perspective qui est rien ou qui est très peu, on est toujours en train de chercher à les combler, ces espaces-là, alors que c'est des espaces d'être, en fait, parce qu'on ne nous a pas appris à être. Mais oui, on a besoin de recréer du lien et puis il y a tellement de bénéfices à ce qu'on vit en fait en automne et en hiver. Si on regarde purement sur le plan de ce que fait la nature, elle perd, enfin elle se défait en fait de ce qui est mort en elle, de ses feuilles mortes, et elle prépare déjà le terrain, le houmous en fait pour du coup les saisons qui arrivent, les fruitiers prennent leurs racines. Donc c'est un moment qui est tellement important. Et le froid a tellement bien fait. Enfin, Mm. on le sait maintenant, les médecines alternatives, on parle beaucoup. On a des techniques comme le Wim Hof qui reviennent. On sait, enfin, maintenant, avec Internet, les bénéfices, c'est qu'il y a tellement de contenu que c'est pas possible. Enfin, moi, je me dis, c'est pas possible de ne pas voir. En tout cas, et de ne pas chercher, de ne pas trouver l'information. Mm. Mais oui, on a besoin de ce lien et, et puis on est des systèmes. Donc en fait, il faut qu'on comprenne que tout ce qui existe à l'extérieur autour de nous existe en nous et tout ce qui existe en nous existe à l'extérieur. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on peut vraiment reprendre le coche, je trouve, sur sa vie. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile, hein, c'est pas ce que je, c'est pas ce que je, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, on a des éléments, si on prend le temps, qu'on observe, qu'on se remet dans notre centre, qu'on contemple, on a beaucoup de réponses qui sont apportées. Ouais. Si on accepte ouais, d'aller voir et puis de réapprendre à voir aussi ce que tu dis, ça me fait penser aussi que c'est ouais, réapprendre à observer, à voir, et c'est ce que faisaient les anciens quand tu parlais de la nature, de toi, comment on t'a enseigné l'Ayurveda, de passer du temps dans la nature à observer. Et oui, en fait, c'est long au début, quand on a oublié, quand on sait plus, bah ouais. Et pourtant, c'est ouais, réapprendre à observer, à voir, et à voir que bah oui, l'hiver, en apparence, c'est ça, en apparence, c'est la mort, il n'y a plus de feuilles dans les arbres, etc.
Mais en fait, c'est aussi la naissance c'est là où naît la lumière, quoi. On est au plus profond de la noirceur, du noir, etc. Mais c'est aussi là que, comme tu dis, quoi, les arbres sont déjà en train de préparer tout ce qui va éclore au printemps. Et donc, donc en fait, c'est aussi sortir de la vision un peu superficielle et de voir, de réapprendre à voir et à percevoir l'invisible, et à la fois en nous et à la fois à l'extérieur de nous. Et bon, c'est vrai qu'on n'a pas été éduqués à ça, quoi. Donc, on a un peu oublié tout ça. Ouais, Ça a été un peu mis sous le tapis, voire même un peu banni, quoi, si on remonte un peu avec tout ce qui s'est passé à l'époque des sorcières, etc. mm, Donc, au final, on n'est ouais, pas arrivé là de nulle part non plus, mais on a un gros travail, nous, à retrouver tout ça, parce que c'est ça, en fait, le vivant, c'est ça, être humain sur Terre, pour moi. Et, et voilà, c'est ce qui nous est proposé. En tout cas, moi, c'est cette lecture que j'ai aussi de ce qu'on traverse en ce moment. ouais, ouais. Non, je pense que c'est pas si loin de nous. Je crois que c'est pas si loin. C'est juste qu'on est toujours. Ça a du bon, hein, la société telle qu'elle est aujourd'hui. Je veux dire, ça nous a énormément apporté dans l'évolution. Aujourd'hui, c'est facile aussi on a apporté la nourriture, donc je veux pas noircir tout le terrain, mais il y a quand même cette tendance à absorber, en fait, à attirer notre attention, les spots publicitaires, les choses, pour que aussi on est un peu la génération du coup micro-ondes, hein, je veux un plat, je le mets au micro-ondes, bam, c'est cuit, et puis ciao, bye bye, allez, je passe à autre chose. Donc je trouve qu'il y a cet état aussi de d'impatience, et regarder la nature, c'est ça aussi en fait, c'est se poser et attendre en fait, et contempler et se synchroniser énergétiquement, et dans l'instant présent en fait l'attente disparaît. Donc ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'ego beaucoup, qu'on a besoin de venir apaiser, parce que ça sous-tend beaucoup d'autres choses en fonction des profils, beaucoup de blessures émotionnelles et des choses. Et puis ça sous-tend une vraie peur de la mort, en fait, hein, vraiment, hein, quand on Mm. a de l'impatience, faut vite vivre, il faut vite expérimenter. C'est une boulimie de la vie, tu sais, c'est un peu ce truc, vas-y, j'engorge le maximum de choses. Et en fait, moi, j'essaye d'avoir toujours comme conducteur, c'est bête, hein, mais depuis que je suis toute petite, j'ai vécu beaucoup de deuil. En fait, j'essaye d'avoir toujours dans ma tête, comme conseillère, la mort, mais d'un aspect positif, en me disant, bah justement, si demain ça devait s'arrêter, on utilise beaucoup cette question en coaching. Si demain ça devait s'arrêter, en fait, ta vie dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 3 ans, même si c'est jamais forcément toujours chouette émotionnellement de s'y frotter, mais c'est une très bonne conseillère. Est-ce que je ferais toujours ça? Est-ce que j'aurais la même posture? Est-ce que je serais avec les mêmes personnes? Qu'est-ce que je ferais en fait? Ce serait quoi ma vie? Et, et généralement, en fait, ça nous donne quand même des bons axes d'alignement. Ça nous emmène vers des perspectives qu'on n'aurait peut-être pas envisagées si on avait étudié le système de valeurs d'une manière différente. Mais ouais, je pense Mm. qu'il faut l'avoir, comme tu le dis très bien, ça c'est pareil, c'est un ancrage qu'on a, mais l'avoir comme plutôt une renaissance, en tout cas une possibilité d'écrire quelque chose de nouveau, de réorienter, de reconstruire, quoi. Et c'est ce qui nous attend demain, je pense. Ouais, avoir la mort comme conseillère, j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup écho à ce qu'on traverse, je pense, collectivement. Et puis voilà, ça, c'est un bon mot de la fin, une bonne phrase de la fin pour résumer un petit peu tout ce dont on a parlé, et puis qui parle bien aussi du sujet de ta formation. Donc, merci pour tout ça. Merci Eugénie, j'ai été ravie de cet échange et de cette petite heure qu'on a passée ensemble. Ben, moi aussi, ravie. Merci beaucoup de votre investissement à tous et à toutes, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'investissement derrière tout ça, et Mm. c'est précieux. Donc, pour nous, autant pour nous que je pense que pour les personnes qui ont Ouais, adhéré. Merci ouais. pour ton temps et puis pour ta belle énergie aussi. Merci. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis en direct ou en replay. Et puis bah, je te souhaite une belle soirée et puis avec grand plaisir de te revoir ici, ailleurs, je ne sais où, dans les monts Fuji, je ne sais pas. Tout est On verra. possible. Ouais. Merci beaucoup Eugénie et belle Merci. soirée. Bonne soirée à tous.